Donc bonjour. Bonjour. Jérémy. Merci de m'avoir reçu. Parce Avec que c'est plaisir. une première pour moi d'interviewer, donc je suis un peu comme ça, mais ça va aller. Non, pas de stress. Merci aussi à la Cocotte Belge de nous accueillir ici. Donc très beau cadre. Je vous mettrai tous les liens dans la description comme d'habitude. Donc on va parler foot. On va parler un peu de ta carrière, on va parler de toi, de ta vie privée, de ce que tu envisages après. Alors première question un peu banale, mais comment t'es venu cet amour du foot? Parce que moi, si je prends mon cas personnel, c'est en écoutant les campagnes européennes de Marseille à la radio sous la couette comme un gamin. Et toi, c'est né comment? Moi, c'est avec mes amis d'enfance, en fait. Dès l'âge de 4 ans et demi, en fait, le village d'où je suis, on était tous au foot. Donc, du coup, ça a continué comme ça et on a pris énormément de plaisir à commencer les entraînements comme ça. On était une bande de potes et on a directement accroché. Directement, le premier coach m'a mis vers l'avant, tu vois, devant, même si au départ, c'est vrai qu'on est tous un peu les uns sur les autres sur le ballon, mais il m'a dit, voilà, j'ai l'impression que tu vas plus jouer devant, et finalement, tu vois, c'est resté au fur et à mesure des années. D'accord. Et donc tu fais tes débuts pro en 2003, si je dis pas de conneries, à Clermont. Ouais. Comment ça se passe? La première signature de contrat, les premières impressions? Pas évident parce que mes parents ont privilégié les études jusqu'à que j'ai l'âge de 18 ans. J'avais la possibilité de partir en centre de formation, mais finalement, ils ont préféré un autre cursus, je dirais. Et ça a été difficile parce que quand tu as 18 ans et que tu as connu que le monde amateur avec tes potes, parce que finalement, c'est avec mes amis que je jouais, même si c'était à un bon niveau, arriver comme ça dans le milieu pro, où là, forcément, c'est chacun pour soi, il n'y a pas réellement d'amis, ça a été vraiment une barrière très difficile à passer. C'est pour ça que on va dire 4-5 premières années de ma carrière en France, ça s'est pas si bien passé que ça, parce que j'avais cette habitude de peut-être trop faire confiance, de croire que j'avais dans le vestiaire des amis, alors que finalement chacun est là pour sa place, Okay. chacun est là pour jouer du mieux possible, pour pouvoir espérer peut-être un transfert ou autre. Donc c'est une autre manière d'aborder le foot et ça a été un peu compliqué au départ. Ouais. Ok. Et donc, on t'a connu une première fois à Charleroi, donc tu débarques de France, tu arrives en Belgique. Ta première impression sur le football belge? Écoute, je vais pas te mentir, en France, et à tort, on avait cette image du football belge moins fort qu'en France. Donc moi, inconsciemment, je suis arrivé en me disant peut-être que le niveau est plus faible parce que c'est ce qui se disait. Et quand je me suis rendu compte, quand j'ai joué des matchs, notamment le premier match avec Charleroi, c'est contre le Standard dans un stade plein, le niveau qu'il y avait, l'ambiance qu'il y avait, c'est vraiment une mauvaise image qu'on a. Et au fur et à mesure des années, on se rend compte qu'avec l'équipe nationale belge aussi, ça a complètement changé. Mais à l'époque, il y a 15 ans peut-être, c'était différent. Et franchement, j'ai vu, et c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma carrière, c'est de venir en D1 belge parce que je végétais un petit peu en national, en France, en D2, mais jamais j'aurais atteint le niveau de D1. Et le fait de venir en Belgique, jouer dans la D1 d'un pays, Charleroi en plus, qui est quand même réputé pour ses supporters, voilà, ça a été vraiment un super choix et le championnat est d'un très bon niveau. Et puis, quand on voit un peu l'épopée que les clubs belges font en Coupe d'Europe, comparé par exemple à la France où les clubs français sont directement éliminés, on se rend compte que c'est un très bon championnat et qu'à chaque fois ils arrivent à faire en sorte que des joueurs partent aussi vers des championnats plus huppés. Donc c'était très bien. Et justement, en parlant de championnat UP, donc tu as fait de très très bonnes saisons à Mons, Ouais. avec le titre de meilleur buteur. Ce qui te vaut ton fameux transfert international à Villarreal. Comment on se prépare, même pour la vie personnelle, comme ça, à partir à l'étranger? Parce que c'est un aspect auquel on pense jamais. Finalement, on se dit footballeur, c'est cool parce que tu peux partir vivre à l'étranger, mais c'est une organisation. Je suppose que t'as personne quand même sur place qui s'occupe de toi, forcément. Tu dois trouver tes trucs toi-même. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc après, comme tu l'as dit, la saison où je suis meilleur buteur, c'est là où je pense partir, être transféré. Ouais. Et finalement, ça se fait pas. Donc en fait, j'étais préparé. Ma femme et moi, on était préparés à partir cet été-là. Et finalement, ça se fait pas pour diverses raisons. Et finalement, à ce moment-là, je suis au 1er septembre, à la fin du mercato, et je dois rester 6 mois donc à Mons de plus. Là, je remarque encore des buts, et finalement, je me dis, ça va être au mois de janvier que je vais pouvoir être transféré. Et petit à petit, les jours passent et on se dit, on partira pas. Et en fait, le 28 ou 29 janvier, il était 10 heures, on était en train de regarder un film avec ma femme, et là, j'ai un appel de Moji qui me dit, écoute, j'ai une offre pour toi de Villarreal.
une offre de contrat de 4 mois, enfin ouais, 6 mois quoi, d'être prêté 6 mois. Et donc maintenant, tu dois prendre la décision maintenant. Et c'est vrai que si ça avait été 6 mois avant, on était préparé à tout ça. Là, on n'y croyait plus. Et on va dire que le rôle de ma femme rentre en ligne de compte. Et en plus, elle était enceinte de 4-5 mois, il me semble. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et ma femme directement m'a dit, mais pour ta carrière, c'est magnifique. Pour nous, c'est une expérience. On y va, comme ça. Ok. Et donc, je suis parti à Mons. J'ai été rencontrer les dirigeants de Villarreal avec Moji. Et du coup, bah, je signe mon contrat. Et quand est-ce qu'il faut partir? Bah, demain. Demain, parce que le championnat est en cours. Villarreal est à l'heure actuelle à ce moment-là en deuxième division. Et il fallait pas perdre de temps parce qu'ils avaient besoin absolument d'un attaquant et il fallait absolument monter. Donc voilà. Et tu pars comme ça du jour au lendemain. Et c'est vrai que comme tu dis, c'est pas évident parce que t'es pas forcément préparé. Après, tu arrives dans un pays, ok, c'est l'Espagne, c'est vraiment agréable. Je parlais pas réellement l'espagnol, donc tu prends un peu un interprète au départ pour essayer d'apprendre la langue. Et directement, on s'est vite acclimaté. Villarreal, c'est un club très familial. Franchement, c'est à ce niveau-là, ça a été top. On a appris la langue facilement. Et puis bon, moi, j'ai joué, j'ai marqué, j'ai pris confiance, je me suis senti bien dans le groupe. Et tout ça a fait que ça a été une bonne acclimatation, quoi. Ouais, et puis tu fais donc tu aides le club à remonter en D1. Tu fais pour moi une très bonne saison. Et puis il y a si je ne dis pas de bêtises, tu pars en Turquie après derrière. Ouais, c'est ça. En fait, les supporters à Villarreal, le fait d'être monté, ils me disent que c'est grâce à moi, grâce à mes buts, parce que j'ai marqué 11 buts en 4 mois. C'est ça. Mais bien évidemment, c'est le travail de toute une équipe. Mais c'est vrai que j'ai marqué à ce moment-là des buts super importants dans des matchs où c'était un petit peu contre le deuxième, contre le premier, parce que quand on monte, on finit deuxième. Et voilà, des matchs importants. Et finalement, après, l'année d'après en Liga, de nouveau, je remarque 11 buts. On se qualifie pour la Coupe d'Europe. Donc là, je suis au summum de ma carrière. J'arrive à 30 ans, donc c'était le top. Et là, je l'ai jamais caché. Il y a eu une offre en Turquie qui était, on va dire, difficilement refusable, même si la première et la deuxième offre, j'ai refusé parce que je voulais vraiment, quand on est dans un club comme Villarreal, on se dit, on veut pas partir, on va jouer la Coupe d'Europe. Franchement, voilà, c'est difficile. Mais l'offre financière, la troisième offre, était vraiment trop importante et c'est même le président de Villarreal à l'époque qui m'a appelé, qui m'a dit écoute, tu es bien ici, on veut te garder, mais à un moment donné, tu viens d'avoir un enfant, pense à ton après-carrière aussi. T'as pas gagné énormément d'argent jusque-là et c'est vrai qu'il m'a fait rendre compte que je pouvais pas refuser cette offre-là et c'est pour ça qu'on est parti en Turquie aussi du jour au lendemain. C'est même bien de sa part d'avoir eu ce discours-là parce que je suis pas certain que tous les présidents de club. Non, là il m'a appelé directement, il m'a dit je parle pas en tant que président joueur, je parle en tant que père de famille. C'est ça, ouais. Moi, j'ai l'habitude de voir des sommes comme ça et tout, mais je sais que toi, t'as pas gagné énormément avant et tout le respect pour lui parce que je l'aurais regretté si je l'avais pas fait, ça c'est clair. Ouais, c'est ça, c'est à un moment, c'est des choix où il faut penser à mettre sa famille à l'abri. Exactement. Et puis, comme je te dis, j'ai joué 4 ans en France dans des deuxième divisions, en Belgique, pas forcément dans des grands clubs non plus, donc c'était l'offre qu'il fallait accepter. Et que j'ai aucun regret à avoir accepté, même si je sais que sportivement, je perdais énormément en partant de Villarreal, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, tu reviens en Belgique, de nouveau Charleroi, où là, t'es une idole, en fait, maintenant. Je crois que... Ouais, je pense que Charleroi, c'est le club qui me correspond le mieux, avec des valeurs qui me correspondent et un coach à l'époque, Felice Mazou, qui m'a directement remis en confiance parce que l'année en Turquie avait été compliquée sportivement, même dans la vie de tous les jours, même si on était à Istanbul. C'était pas évident parce qu'il y avait beaucoup de mises au vert, beaucoup de départs 2 jours avant le match. Donc ma famille était souvent toute seule. C'était pas et puis j'ai pas beaucoup joué non plus. À un moment donné, j'ai perdu ma place de titulaire, j'ai mis que 5 buts, donc il fallait reprendre confiance. Et là, de nouveau à Charleroi avec Felice, avec une équipe portée vers l'avant aussi. Et là, de nouveau, je suis meilleur buteur, donc je fais vraiment une très bonne saison. Ouais. Et justement, je fais une parenthèse que tu parles des mises au vert, etc. Comment on gère ça dans le quotidien? Parce que ça aussi, c'est un truc qu'on prend pas en compte dans la vie perso. On se dit, voilà, la vie de footballeur, c'est génial, ils voyagent, ils voient des stades, etc. Mais quand à côté, tu as des enfants, tu as une épouse, tu as une famille, tu as besoin de temps pour toi aussi. Comment on fait pour gérer tout ça, justement? C'est pour ça que je suis super heureux de rester en Belgique parce que en changement de club, si on est amené à changer, il n'y a pas l'obligation, on va dire, de déménager. On peut partir directement, le pays est petit.
t'as rendez-vous à 4h, tu joues ton match à 8h et à 11h, t'es à la maison. Et ça, c'est vraiment, quand t'as une famille, c'est vraiment le côté vraiment positif. Parce que même en France, c'est compliqué. Le pays est tellement grand. Et comme je te disais, c'était un peu difficile, surtout pour ma femme qui venait d'accoucher, toute seule en Turquie. C'était pas à l'Espagne, on s'était très, très bien adapté. On avait un groupe d'amis, c'était vraiment le top pour elle aussi. Et c'est vrai qu'en Turquie, plus compliqué, je me rappelle, on jouait le mercredi en coupe, on partait le lundi, on revenait le jeudi, on repartait le vendredi pour aller jouer le samedi ou le dimanche en championnat. Et j'étais pas souvent à la maison. Maintenant, il faut faire des sacrifices et c'est le côté que les gens peut-être ne s'imaginent pas, mais ce côté est réel et pas toujours facile à gérer. C'est pour ça que finalement, le fait d'être resté une année et d'être prêté après à Charleroi l'année d'après directement, ça a convenu à tout le monde et à notre vie familiale aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien que, parce que je sais que c'est pas le cas dans tous les couples de footballeurs, que vous avez réussi à trouver cet équilibre-là avec ta femme. Ouais, c'est pas évident. Et c'est un peu elle aussi qui doit donner son sentiment par rapport à tout ça. Et c'est vrai que ça a toujours été quelqu'un qui m'a poussé vers l'avant, qui s'est dit, ben, on accepte cette offre-là, comme ça on n'aura pas de regrets, et puis on verra ce qui se passe. Et à un moment donné, c'est vrai que après l'année en Turquie, elle m'a sous-entendu que ça pourrait être bien qu'on rentre pour l'équilibre pour tout le monde. Et finalement, ça s'est passé comme ça, donc on était contents. Ok. Et puis après, j'ai envie de dire un peu moins bien. Bon, t'as connu, je crois que t'as fait 9 clubs en Belgique. Ouais. Tout, après la Gantoise directement, après Charleroi. La Gantoise. Ouais. Et puis, le transfert que peu de gens ont compris peut-être ce qui s'est passé vraiment, c'est Bruges. Ouais. Parce que tu signes là, bon, Bruges est déjà une équipe bien armée en attaquant. Ouais. Ils te recrutent, à mon avis, en se disant, Jérémy, on va le remettre sur les rails. Et puis, en fait, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est l'année avant que je signe à Bruges, donc je suis à Gand, et je marque 16 buts, je pense, sur la saison, avec les épopées en Coupe d'Europe, contre Tottenham, les 2 buts, la qualification et tout. Et ce que je ne comprends toujours pas à l'heure actuelle, Hans van Azebroek me met dans le noyau B, avec 2-3 autres joueurs qui ont participé à cette année finalement très très bien, parce qu'on a été qualifiés sans explication, rien. Sans explication, sans rien. Bon voilà, donc c'est comme ça, c'est dur à accepter. Donc je reste 15 jours et finalement Bruges était entraîné par Ivan Leko à l'époque, avec qui j'ai joué à Lokeren et qu'on s'était vraiment très très bien entendu et qui m'avait loué un petit peu ma force mentale parce qu'à Lokeren j'avais pas beaucoup joué, Peter Mas m'aimait pas beaucoup, mais je me battais chaque jour à l'entraînement. Dès que je rentrais, je me battais pour avoir ma place. Donc finalement il avait bien aimé ça et il m'avait dit à l'époque, je te prends dans un rôle de pas de doublure mais on va tourner un petit peu avec les attaquants, vu qu'on était censé jouer la Coupe d'Europe. Ouais. Donc on joue la Ligue des Champions, les tours préliminaires, on se fait éliminer. Puis on est reversé en Europa League, on se fait de nouveau éliminer. Donc du coup, en fait, quand on joue avec un seul attaquant et qu'on n'a qu'un match par semaine, et qu'il y a Vossen, Diaby, Denis, qui était un pari à l'époque, mais qui a explosé cette année-là, et je sais plus qui c'est qu'il y avait encore, et Diaby, Aboula Diaby aussi. Oui. Et donc du coup, on se retrouve dans une configuration qui n'était pas prévue parce que le club pensait être qualifié en Coupe d'Europe. Et là, donc c'était compliqué un petit peu pour moi, et c'était là un peu une situation où soit je restais financièrement parlant sur le banc à Bruges, et peut-être je serais rentré de temps en temps, ou soit à un moment donné, il y a eu Courtrai et Malines qui se sont manifestés, où là j'étais le premier choix et j'allais être titulaire. Et à mon âge, à 31 ans, je pense, j'avais ou 32 ans, c'était important de continuer à jouer. Donc, j'ai fait le choix de Courtrai. Et finalement, ça s'est avéré payant parce que j'ai remis 13 buts et je suis resté dans le circuit. Alors qu'en restant sur le banc à Bruges, ça aurait pas été une bonne chose. Ouais, on pourrait comparer un peu à ce qu'a fait Eden Hazard finalement au Real, même si là, il a annoncé qu'il partait. Ouais. Mais lui, il a fait le choix de rester là-bas. Bon, financièrement, ça pouvait pas se faire. Bien sûr. Hein. Et puis, tu choisis de redescendre d'un échelon. J'ai vu une interview que tu donnais là-dessus où tu dis je suis un homme de défi et j'avais dit que tant que Liège ne montait pas, je ne partirais pas. Ouais. Et je trouve ça génial comme anecdote et comme t'as respecté ta parole finalement parce que. Ouais, c'est après la situation à Louvain m'a fait mal parce que j'ai été reversé aussi cette fois-ci dans le noyau B et là je suis resté 4 mois et là vous me voyez pas arrêter ma carrière comme ça. Et donc du coup j'ai 2 offres, j'ai une offre de Dens, 1 an pour jouer le milieu de tableau en D1B qui était super bien à l'époque pour moi vu que je sortais de 4 mois dans le noyau B, même si on était en D1A ça restait le noyau B.
Et du coup, j'ai cette offre de Liège. Et directement avec les dirigeants, que ce soit avec le président ou avec Gaëtan Anglebert, dès que j'ai parlé avec eux, la première fois, je me suis dit, je vais signer ici. Parce que j'ai senti ce feeling, cette ambition de ce club mythique qui voulait remonter, qui avait pas les armes encore pour remonter. Et pourtant, j'étais le premier gros transfert, entre guillemets, à signer. Donc, je savais pas qu'est-ce qu'il allait avoir après. Et finalement, ça a été un super choix parce que ça soit personnellement ou collectivement, on a fait 2 saisons extraordinaires. On méritait déjà de monter l'année dernière. Malheureusement, bon voilà, les faits de règlement font que ça n'a pas été le cas, malheureusement. Mais voilà, j'ai senti directement qu'il y avait cette passion, ce public, cette ambition et puis aussi cette pression. Et ça, j'en ai vraiment besoin. Et beaucoup de personnes m'ont dit, écoute Jérémy, tu vas aller en D1 amateur avec la carrière que tu as, franchement, jouer les dimanches à 15h, tu vas ramasser des coups, ben, ça m'a donné encore plus envie de signer. Et c'est vrai que moi, le premier, je me suis dit, mais ça fait quand même une sacrée descente de redescendre de 2 étages, mais en même temps, t'as Liège qui est, c'est un des meilleurs supporters de Belgique aussi, Ouais. que ce soit Charleroi, que ce soit le Standard, c'est la même mouvance, Ouais. et la même énergie. Et du coup, c'est vrai que je te voyais très très bien là-dedans, et ça s'est vu sur le terrain, même dans ta façon de jouer, parce que t'as une autre approche que tes matchs, que les matchs que t'as fait à Louvain, ou même à Courtrai, où t'étais, pas dire moins énergique, mais peut-être moins vivant dans ta façon d'être sur le terrain. Ouais, c'est ça, et se rendre compte aussi que c'est la fin pour moi. Il me reste quelques années, peut-être une année, chaque année, et une année qui me pousse vers la fin. Et j'ai vraiment voulu prendre ce défi avec cette pression que je me mets aussi, avec des objectifs que je me fixe, mais aussi de me dire profite, amuse-toi. T'es dans un groupe de joueurs. Alors c'était difficile au début, et comme je leur ai dit à tous les autres, là, tous mes coéquipiers quand je suis parti, quand j'ai signé, vous étiez une équipe pas ambitieuse. C'était une équipe qui, oui, était en D1 amateur, qui jouait le maintien, qui voulait pas se faire mal, qui voulait pas se remettre en question. Oh, on fait un match nul, bon, c'est pas si mal, on n'a pas perdu. Alors que cette année, là, qu'on vient de faire, on faisait un match nul, on était tous tristes, tous déçus parce que c'était comme une défaite. Et c'est ce changement-là qu'on a réussi à instaurer avec certains cadres à Liège, notamment Lambeau, Debati, Luamba cette année qui est arrivé aussi. Mais c'était pas évident. Et forcément, quand tu es ambitieux, quand tu es exigeant avec toi-même et que les autres autour de toi, tu te rends compte que ça reste amateur, c'est difficile à accepter. Donc il y a eu des moments où il y a eu pas des petites bagarres, mais des frictions forcément, où ça a été difficile et tout. Et au fur et à mesure du temps, bon après ils m'ont servi dans des conditions exceptionnelles. On était une équipe qui avait tout le temps la balle, qui avait énormément d'occasions. Alors avec mes qualités de buteur, forcément, ça a directement matché, quoi. Et franchement, c'était une des équipes les plus agréables à voir du championnat cette année. Oui, parce qu'on cherchait à jouer. Malheureusement, dans cette division-là, beaucoup, entre guillemets, mettaient le bus derrière, attendaient, et voilà. Et dans ce genre d'équipe, je me serais pas épanoui. Et quand je signe à Winkel, c'est avec la réflexion de me dire comment cette équipe joue. Donc, ils jouent en 4-4-2 avec 2 attaquants. Ils cherchent à jouer au foot. Et les 4 fois où j'ai joué contre eux, donc sur les 2 dernières saisons, c'est une équipe qui joue, pas qui cherche à fermer le jeu. Et nous, à Liège, forcément, cette ferveur à domicile, on n'a pas perdu un match. Voilà, c'était top. Franchement, ça reste. Et avec cette montée à la fin. Alors, il y a la petite déception du titre parce qu'on voulait ce titre. Ouais. Je pense qu'on le méritait aussi parce qu'on produisait plus de jeux que pas trop. Mais bon, voilà, ils ont été premiers. Sur aussi un système de règlement où c'est le nombre de victoires qui prime et pas le goal average, alors que ça a toujours été le goal average, mais bon, c'est comme ça. C'est un système à la belge. Hein. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Au niveau des règlements, de l'arbitrage, etc., on cherche plus trop à comprendre. Ouais, c'est dommage parce que c'est simple de faire le goal average et c'est le plus logique, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et justement, bah, tu disais que ton âge avance. Dans ton portrait, je parlais de Kazuyoshi Miura, qui est le plus vieux joueur actuel au monde. Toi, tu dois aller jusqu'à quel âge comme ça? Tant que ton corps le permet, ou bien tu t'es dit il y a une limite quand même? Bah, la limite à la base c'est 34-35 ans, on le sait tous. Voilà, il y a énormément de joueurs qui arrêtent ou même avant. Et moi, en fait, je me fixe pas de limite. Je me dis voilà, là j'ai signé 3 ans. Peut-être que je resterai les 3 ans, peut-être que je ferai plus, peut-être que dans 1 an je vais avoir une opportunité dans le coaching qui sera pas possible à refuser. Peut-être que mon corps va me dire voilà à un moment donné stop. Mais à l'heure actuelle, je me vois pas arrêter parce que sur les 2 années à Liège, j'ai été titulaire à tous les matchs à part 2 fois. J'ai pas loupé un match et j'ai pas loupé un entraînement. Je touche du bois, je fais très attention, je me suis pas blessé. Donc
pourquoi arrêter en fait? Alors oui, c'est vrai que quand on arrive le lundi, le mardi, la compétition, un homme de compétition, la compétition est que le samedi ou le dimanche, c'est les entraînements, c'est un peu, là je vais en avoir que 3 cette année à Winkle, donc ça va me permettre aussi d'un peu plus gérer, mais je me vois continuer encore longtemps, pourquoi pas les 3 années, 3 années ça m'amènera presque à 42 ans, Ouais. tant que j'ai le mental, le physique et l'envie de me fixer des objectifs élevés, je continuerai, puis j'en ai besoin, ça fait 20 ans que je suis pro maintenant. Ça fait un peu peur aussi de se dire hey, du jour au lendemain tu arrêtes. Alors oui, j'ai préparé ma reconversion dans le coaching, mais voilà, le coaching n'est pas la même chose que le joueur. C'est ça justement, et c'était une question, c'était pour la reconversion. Donc, j'ai lu que tu entraînais les attaquants de Charleroi. Ouais. C'était quelque chose qui te tenait à cœur de faire ça? Ouais, bah en fait j'ai commencé les diplômes quand j'étais à Charleroi, donc j'avais 34-35 ans pour préparer la suite. Je pensais, sans avoir pratiqué, que je pouvais entraîner les plus jeunes, donc je me disais 6-7 ans. Et pour l'avoir fait, c'est pas quelque chose qui me correspond, mais vraiment pas. Et en fait, dans le cursus des cours d'entraîneur, tu es obligé d'être actif dans un club. Comme c'est une formation ex-pro, j'étais le seul encore à être toujours en activité en étant joueur. Donc j'ai perdu un peu quelques mois à cause de ça, ils m'ont bloqué, donc je devais absolument être coach. Et comme je m'entends très très bien avec Mehdi et que j'aime ce club de Charleroi, il m'a proposé cette alternative-là que directement j'ai accepté, que ça pourrait me permettre de faire les deux, d'entraîner le matin à Charleroi et mes entraînements à Liège à 13h finalement. Donc c'était vraiment parfait, ça collait bien. Et en le faisant, en fait c'est ça qu'il me faut. Être au quotidien, alors là c'est les 15-16 ans ou 17-18 ans, mais voilà, je prends énormément de plaisir à le faire. Alors des fois j'ai mes entraînements qui me permettent pas de toujours être au temps-là que je veux, de les suivre autant, mais à terme c'est ce que j'ai envie de faire dans un staff pro et c'est un petit peu l'idée quoi. Et justement, tu te vois bien arriver à Charleroi, justement chez les pros pour faire ça, par exemple? Oui, voilà. Maintenant, je dois apprendre mon métier. Là, je l'apprends en tant que coach des attaquants. Maintenant, il y a toujours la possibilité d'être T2, T3. C'est vrai qu'un coach comme Mazou, c'est un peu l'exemple que j'ai parce que il est tellement fort humainement et tellement fort avec ses expériences aussi tactiquement. C'est un coach reconnu qui a été coach de l'année, avec qui je m'entends très bien. Donc, c'est vrai que ça serait quelque chose de positif par rapport à ça et je pars au bas de l'échelle. J'ai tout à apprendre finalement, mais j'ai quand même ce côté vestiaire. J'ai connu énormément de clubs, j'ai fait 2 pays, donc c'est vrai que j'ai cette expérience que lui forcément n'a pas été joueur, n'a pas, donc ça pourrait bien compléter. Donc on verra par la suite, mais bon pour l'instant je suis encore actif dans ma carrière de joueur, donc c'est pas la question du moment. Et ce que j'aime bien avec toi, c'est qu'en plus tu as une vision en tout cas du football assez offensive, alors que le football actuel, clairement, tend à l'inverse. Et il y a une phrase de Kylian Mbappé, quand il a dit « le football a changé ». Moi, ça m'a fait rire, mais je me prends pour un vieux quand je dis ça. Et toi, entre maintenant et ce que tu as connu en commençant, tu trouves qu'il a changé? Oui, parce que moi, déjà, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de GPS. Donc, tu vois, il n'y avait pas les GPS qui calculaient, que ce soit pendant les matchs ou les entraînements. Donc voilà. Après, je pense que oui, il a évolué, il a changé. Je pense que si je faisais carrière maintenant, j'aurais pas fait carrière parce que le rôle de l'attaquant est différent d'il y a 20 ans. Moi, il y a 20 ans, un attaquant qui marquait, ça suffisait. On lui demandait rien d'autre. À l'heure actuelle, le fait de marquer passe en second plan. Donc déjà, ça, c'est une chose. Tu as le rôle des data qui prend énormément d'importance à l'heure actuelle, qui pour moi doit être un outil qui peut aider, mais finalement, j'ai l'impression que ça prend la place du jeu en lui-même. Ça démode un peu le jeu. Et il y a certains coachs qui utilisent ça avant le jeu, quoi, tu vois. Et ça, c'est des choses que, pour moi, on va dire de l'ancienne époque, j'ai du mal à comprendre. Maintenant, c'est un outil top qui permet de regarder. Mais un joueur qui court 14-15 km par match, oui, c'est très bien. Mais s'il court dans le vent, s'il n'a pas l'intelligence de jeu, ça t'amène à quoi? Donc, faut pas que ça dénature le jeu. C'est ça, on est complètement d'accord là-dessus. Et il y a un coach français, justement, qui a mis son meilleur buteur sur le banc parce qu'il trouvait qu'il ne courait pas assez, par exemple. Et j'ai trouvé ça hallucinant de se priver de joueurs en se disant, il ne court pas assez ou il fait pas assez de passes ou quoi que ce soit. Alors que, pour moi, le but d'un attaquant, c'est de marquer. Ouais, mais tu vois, ces dernières années, j'ai eu un peu ce problème-là, moi. À Louvain, notamment.
où le coach Marc Braise était très porté aussi sur ça, sur les courses à haute intensité, sur les kilomètres par match et tout. À un moment donné, tu arrives à un âge où tu peux plus te permettre ça. Ouais. Et c'est vrai que les coachs tendent à ce genre de profil d'attaquant. Et c'est pour ça que je disais qu'à l'heure actuelle, je ferai plus carrière. Et je continue encore parce qu'il y a toujours un club qui recherche un buteur. Mais c'est ce qui est un peu dommage. Après, c'est l'évolution, c'est comme ça, il faut faire avec. D'accord. Et alors, en parlant d'objectifs, il y a cette stat que tu avais publiée sur Twitter que j'ai trouvé juste hallucinante. C'est que donc, tu fais partie des 10 meilleurs buteurs français en activité. Si je ne dis pas de bêtises, tu es à 397. 297, je pense. 200 Ouais. Ouais, je suis presque à 300. Ouais, c'est ça. 293, exactement. Ouais. Et je te l'ai dit à la belge, j'ai pas dit 280. Et si on regarde le tableau, bon, tu peux déjà gagner une place parce que Bafé Gomis, on ne sait pas s'il va continuer sa carrière. Et si on regarde le tableau, les 10 actuels ont fait partie de l'équipe de France. Est-ce qu'à un moment donné dans ta carrière, ça a été un regret ou ça a été dans un coin de ta tête quand tu étais à Villarreal ou quand tu étais à la Gantoise où tu faisais les matchs européens? Écoute, un regret, non, parce que moi, j'ai tout donné pour le foot et pour être le plus haut possible. Après, à Mons, à l'époque, c'est Laurent Blanc qui était le coach et il en avait parlé qu'un de ses coachs adjoints, alors je sais plus le nom, je reviens plus sur le nom, était venu me voir à Mons à l'époque parce que je marquais énormément de buts, ça faisait beaucoup le buzz en France. Mais à cette époque-là, tu avais des attaquants comme Kevin Gamero qui étaient même pas repris, tu vois, donc c'était compliqué. Maintenant, ils en avaient un petit peu parlé à un moment donné, mais je crois que les attaquants en équipe de France, j'étais encore loin de leur niveau et ça n'a jamais réellement été dans un coin de ma tête à ce moment-là. Ok, d'accord. Comment est-ce que je pourrais terminer ça? En fait, je pourrais pas, j'ai envie de parler avec toi pendant des heures. Mais vas-y, il n'y a pas de souci, on est là, il fait beau, tranquille, il n'y a pas de pression. Est-ce qu'il y a une décision, un transfert que tu regrettes d'avoir fait ou que tu te dis avec le recul, si j'avais su, je l'aurais pas fait en tout cas? Honnêtement, non. Parce que même l'époque à Bruges, tu vois, les 2 mois à Bruges, ça m'a fait me rendre compte que je devais faire plus aussi. Parce que j'étais dans un groupe de qualité, parce qu'à l'entraînement, des fois, je me disais, putain, il y a un niveau de fou, donc voilà. Alors que j'arrivais à un âge aussi où j'étais peut-être plus à me dire, je vais essayer de gérer un peu, mais non, en fait, donc au final, non. Et c'est pour ça que, comme je te disais avant, si j'étais pas parti en Turquie, à l'heure actuelle, je me dirais, voilà, financièrement, quand même, j'aurais pu me mettre à l'abri et tout. Donc, je l'ai fait. Donc, au final, pour pas avoir de regrets, vraiment, j'ai fait tous mes choix en me disant, fais-les, crois-y à fond, et puis après, on verra. Parce que ce soit dans le foot ou dans la vie, le plus difficile, c'est d'avoir des regrets, de regretter certains choix, certaines choses. Et moi, non. Parce qu'au final, les échecs m'ont permis d'avancer, m'ont permis mentalement de me forger et d'arriver à l'heure actuelle où je suis. C'est pour ça que je veux continuer. Parce que beaucoup de joueurs à l'heure actuelle que je connais, de ma génération, voire même plus jeunes, ont arrêté. Oui. Parce que par ego, je veux pas descendre en D1B, je veux pas descendre en D1 amateur. On verra, voilà. Et puis les mois passent, et puis tu te rends compte que la reconversion est pas si facile parce que beaucoup n'ont pas préparé tout ça. Ils commencent les cours de coach, mais tu pars au bas de l'échelle, donc tu commences au bas de l'échelle en tant que coach. Donc voilà, c'est pas des choses si faciles que ça. Et je veux arrêter en me disant, je peux plus. Physiquement, je peux plus. J'ai tout donné. J'ai aucun regret. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas hésité à aller en D1 amateur. Et franchement, j'ai vécu des émotions et un groupe, en plus de potes, de copains, d'amis. Vivre ça, c'était exceptionnel. Et ça, c'est pas non plus un regret de quitter Liège sur la montée en se disant, j'aurais peut-être quand même bien tenté le pari en une saison? Non, parce que j'arrivais à un moment où déjà, en D1B, on s'entraîne le matin, je perds le coaching à Charleroi. Ça, je peux pas me permettre dans ma vision du futur. Je suis quelqu'un qui est très prévoyant. Donc, je peux pas me permettre de perdre cette place parce que c'est une place que Mehdi m'a donnée. C'est pas donné à tout le monde et que quelqu'un d'autre va peut-être me prendre. Donc, voilà, ça, c'est déjà la première raison. Dans ma réflexion, c'est que Liège n'a pas non plus tout fait pour me garder. Il faut être réaliste. À un moment donné, ils auraient pu me dire, écoute, par exemple, on te rajoute une année de contrat si on se maintient, comme ça tu as un objectif d'équipe. Ils savent que je suis quelqu'un qui joue à l'affectif mais aussi à l'objectif. Ils ne l'ont pas fait
Et l'année prochaine, il faut être réaliste. On allait beaucoup moins dominer que les 2 dernières saisons, comme ça avait pu le faire. En D1B, on allait certainement jouer avec un seul attaquant, où là, le rôle d'attaquant est moins, comme on en parlait, de marquer des buts, mais plus à garder la balle et tout. Et j'étais pas réellement sûr d'avoir une place de titulaire. Et sur les 2-3 années qui me restent, je veux continuer à prendre le maximum de plaisir sur le terrain. Imagine un peu, je joue 10-15 minutes par match. Voilà, finalement, j'arrive à 39 ans au mois de janvier, je suis dans la même situation. Qu'est-ce qu'on fait? Je reste pas, je veux jouer. Physiquement, c'est difficile parce que je suis un joueur qui a vraiment besoin d'enchaîner les matchs. Donc finalement, et le contrat de 3 ans, il faut pas le mentir. Oui, faut pas Quand on a dessus. 3 ans à cette période de ma vie, à cet âge-là de ma carrière, je peux pas refuser. Ça, c'est pas rien. Et puis de nouveau, bah, ça t'offre cette stabilité aussi pour ta vie privée. Voilà. Et justement, ta vie privée, enfin, je te découvre sur les réseaux, t'es assez papa cool. Ouais. En tout cas, t'as l'air. Ouais. Si ton fils ou ta fille veut se lancer dans le monde professionnel, du foot ou autre chose, comment tu vas réagir? Comment tu vas l'aider? Tu vas le pousser dedans? Ou justement, pas forcément le pousser, le laisser faire ses erreurs? En fait, je crois que ma fille, par exemple, fait du hockey. Oui. Voilà, donc à Waterloo, ici au Waldock. Et du coup, je me reconnais vraiment en elle parce que elle a ce caractère, ce côté battant. Alors pas toujours avec une technique exceptionnelle, mais voilà, elle après, comme elle dit, son objectif, c'est de jouer, comme je lui dis, tu fais le maximum, tu essaies de jouer le plus haut possible, puis on verra. Après, mon fils, pour l'instant, est trop petit, mais bon, j'espère forcément qu'il fera du foot. Après, bon, ça sera lui un petit peu qui guidera ses choix, mais j'ai envie de donner l'opportunité à mes enfants qu'ils n'aient pas de regrets. Donc, si à un moment donné, que ce soit ma fille ou mon fils, me disent, voilà, j'ai envie d'aller à tel endroit et ils sont recrutés, il faut le faire. Parce que, comme tu dis, c'est des expériences pas que sportives, c'est des expériences de vie. Comme moi, quand je suis parti à 18 ans de chez mes parents à Clermont-Ferrand, même si c'était qu'à 2 heures, je me suis retrouvé tout seul, j'ai dû me gérer tout seul, c'est pas si évident et ça m'a forgé aussi. Donc je leur donnerai cette possibilité-là. Et même si je connais le monde du foot et que c'est pas toujours très positif, si à un moment donné c'est le cas, mais pour l'instant on n'en est pas là. Je leur mets pas la pression, c'est vraiment eux qui doivent ressentir le truc. Ok. Tu vas bien revenir sur l'aspect coaching. Donc, tu as fait des cours, tu es en train de les suivre toujours. Et tu parles de Félicien Madjou comme un exemple. Et c'est vrai que humainement, je pense qu'il est au top en Belgique. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer les échecs? Parce que les échecs qu'il a eu à Anderlecht et à Genk, par exemple, alors que dans les plus petits clubs, comme Charleroi et comme l'Union, il a fait justement des cartons avec ce lien familial. Ouais. Parce que c'est le truc qu'on a la marque dans de les deux fabrique. clubs, c'est la marque de fabrique. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à trouver ça, que ce soit à Anderlecht ou à Genk en tout cas. Ou est-ce que c'est une pression trop grosse ou... Non, mais à sa décharge, déjà, quand tu vas à Genk avec la saison qu'il venait de faire, c'est déjà pas facile. Tu passes derrière un monument. Voilà, ça, c'était déjà pas évident. Voilà, maintenant après, il a pris ça comme une super expérience. Il a coaché en Ligue des Champions, c'est pas donné à tous les coachs. Maintenant, il faut dire ce qui est, et c'est ce qui est un peu malheureux aussi en Belgique, c'est le côté francophone qu'il a. Quand tu vas à Genk, forcément, ben c'est pas toujours. D'ailleurs, j'ai été surpris que le club le fasse signer. Voilà. Après, à Anderlecht, peut-être qu'aussi dans ces grands clubs, le côté humain passe en second plan parce que t'as beaucoup d'ego, t'as beaucoup pour moi, j'appelle des pseudo-stars parce que finalement, on n'est qu'en Belgique et on n'est pas des stars. Voilà, on doit rester nous-mêmes. Et c'est vrai que ce côté-là, voilà. Après. C'est un peu son profil aussi, c'est à l'Union, prendre des plus petits clubs entre guillemets, les amener au top. Maintenant, il a fait ces expériences-là qui lui ont apporté beaucoup d'expérience justement et voilà. Mais je pense pas qu'il faut prendre ça comme des échecs. C'est plus que aussi dans ces clubs-là, tu as plus de pression et dès que tu as 2-3 moins bons résultats, on parle déjà directement d'un changement de coach, alors que à l'Union ou à Charleroi, tu as plus de temps. Voilà, c'est ça aussi. Il y a la pression médiatique aussi qui joue énormément. Bien sûr. Et est-ce que tu trouves que justement tous les journaux, la pression médiatique, les réseaux sociaux maintenant, beaucoup, est-ce que ça a un impact mauvais sur le football actuel, que sur les joueurs, que sur le staff, que sur les ça dépend comment tu le perçois, ça dépend comment mentalement tu le perçois. Je vais donner un exemple.
le club de Liège, les supporters, ils ont un groupe où ils mettent énormément de commentaires après les matchs et tout. Ouais. Et il y a des joueurs dans notre équipe qui mentalement vont voir ces commentaires, mais ça les touche mentalement. Parce que si on les critique ou si on leur dit de mal d'eux, ça les touche et ils perdent confiance. Moi, personnellement, je suis blindé à ce niveau-là. Je vais même pas voir, ça m'intéresse même pas parce que tu peux pas plaire à tout le monde et voilà. Mais c'est un peu comme ça que tu dois le percevoir. Ça doit, au contraire, moi, ça m'aide à me dire, bon, ben, il m'aime pas ou telle personne n'aime pas, bah, tant pis, je vais essayer de faire mieux. De toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde et voilà. Mais ce rôle-là, ça, si t'es pas fort mentalement, ça peut vraiment jouer sur ta carrière et il faut vraiment faire abstraction de tout ça, même si c'est à l'heure actuelle, c'est difficile parce que t'es amené à, tu peux tout regarder, en fait. C'est Et ça. tout le monde peut dire tout ce qu'il veut, en fait, sur toi. D'où l'intérêt peut-être maintenant de mieux encadrer les jeunes avec des joueurs d'expérience comme toi, justement, qui sont blindés pour les préparer à ce qui va Mais se c'est ce passer. que je leur disais. Arrêtez d'aller voir ce genre de commentaires parce que ça sert à rien. Parce qu'en fait, c'est des gens, des fois, ils ont même pas vu le match. C'est Ouais. juste qu'ils t'aiment pas et ils ont dit, bon, bah voilà, bah, je vais le casser. Voilà. Alors qu'il n'y a pas d'intérêt. Il y en a, excuse-moi, ils voient des matchs, mais ils ont bu 15 bières avant. Est-ce qu'ils sont lucides ou pas? Puis la vision du foot, c'est pas une vision commune. Il y en a qui pensent certaines choses. Voilà. Il y en a qui voient pas le même match que d'autres. Donc, c'est pas important, mais ouais, ça reste, pour certains, oui, impactant, quoi. Et justement, est-ce que si tu devais donner la principale qualité et le principal défaut de Felice, toi? Principale qualité, on va dire, c'est le côté humain, parce que c'est vraiment arriver à fédérer son groupe. Et quand je dis son groupe, c'est pas que les titulaires, c'est aussi les remplaçants, et surtout les remplaçants. Voilà, cette bonne humeur qui... Parce que pour moi, on fait un métier déjà extraordinaire, mais pourquoi être toujours sous pression? Pourquoi toujours voilà, être tu vois, en mode machine et tout, sans rigoler? Non, on peut très bien faire les choses dans la bonne humeur, avec l'intensité, avec le travail. Et c'est ça qu'il arrive vraiment à faire sur certains coachs que j'ai pas retrouvés, que j'ai l'impression on allait à l'armée. C'est bon, à un moment donné, on est des hommes aussi, voilà. Et c'est... Après, ça... Voilà, principal défaut, il fume. Voilà, ça le stresse beaucoup et dès qu'il il est sans sa cigarette, voilà, il en a besoin. Non, plus sérieusement, après, c'est peut-être la même chose que sa qualité. C'est le fait qu'il soit trop humain. Ben, il a peut-être voulu changer aussi de rôle dans les grands clubs parce qu'il savait que ben, il devait changer et ça l'a peut-être desservi à un moment donné parce que tu peux pas faire la même chose que tu fais à l'Union et Charleroi que à Genk et Anderlecht. Donc, comme il m'avait un peu expliqué, il a un peu été à contre-nature, tu vois, il a un peu changé sa philosophie et peut-être que c'est ça qui a fait en sorte que malheureusement ça s'est pas bien passé. Ok, eh ben écoute, je pense qu'on va rester sur Ok. ce bon mot sur Felice. Que te souhaiter? Beaucoup Bah d'années de écoute, foot, on va ouais, dire. continuer, déjà la santé, que ma famille continue à s'épanouir et avoir la santé parce que ça c'est le plus important. Et oui, au niveau professionnel, je veux encore jouer le maximum l'année prochaine à Winkel, maximum de matchs, être une 3e fois meilleur buteur parce que déjà 2 fois de suite ça n'a jamais été fait. Cette année j'ai battu le record de buts 31 alors que c'était 28 sur une saison. Tu vois, c'est des objectifs et des records qui peuvent paraître peut-être anecdotiques pour certains, mais pour moi c'est important et c'est ce qui me permet de continuer et d'essayer de chaque jour de m'améliorer. Donc voilà, rester dans cette optique-là et préparer au mieux ma reconversion dans le coaching dans les années à venir. Et dernière question, est-ce que tu te vois par exemple comme consultant télé si jamais le coach ne devait pas marcher, commenter les matchs comme le font M. Miley, Ça fait 4-5 ans déjà aussi que je suis consultant. Tu fais certains matchs. Malheureusement, c'est vrai que le planning des fois des matchs par rapport à mon planning de mes matchs à moi correspond pas toujours et c'est aussi une place très chère dans ce milieu-là. Et quand il va pas, malheureusement, 1 ou 2 fois, un autre prend ta place aussi. Mais c'est quelque chose que j'apprécie énormément, commenter les matchs. J'ai eu l'opportunité avec vous pendant 1 an. Et là, c'est sur Eleven Sport, j'y suis allé encore dernièrement. Et j'aimerais à terme, oui, y aller plus souvent. Maintenant, c'est vrai que le planning, des fois, est pas toujours évident, mais c'est quelque chose qui est très bien. Parce que justement, je trouvais ça bien de t'avoir, toi, en tant qu'ancien joueur, d'avoir un regard un peu plus frais que certains journalistes n'ont pas, ou comme Alex Teclac aussi, que j'aime beaucoup. Ouais. Vous avez une vision du foot que nous, on ne voit pas, nous, spectateurs lambda. C'est que vous regardez des choses qui ne se passent pas là où il y a le ballon. Ouais.
Et Alex Teclac pour ça est très fort parce que lui, quand le ballon est à l'attaque, il regarde le mouvement des défenseurs. Bien sûr. Il m'a toujours impressionné pour ça. Et donc, j'aimais beaucoup de voir dans ce rôle-là. Donc, j'espère. Bah, j'ai commencé en fait vraiment les 2 années où j'étais sur le banc, tu vois, Charleroi et Louvain. Je passais plus de temps sur le banc et finalement c'est ça qui m'a ouvert les yeux de me dire bah, je vais commencer ma formation de coach parce que j'essayais d'analyser parce que tu es sur le banc, oui tu vois le match mais tu dois avoir un autre œil. Et j'avoue que mon expérience, que ça soit en France, en Espagne, m'aide aussi. Et c'est sur ces matchs-là que Eleven me sollicite. Et j'espère que ça sera le cas encore prochainement. Mais c'est quelque chose vraiment que j'ai dans le coin de la tête parce que ça reste quelque chose de bien et que j'aime beaucoup faire, franchement. Ah bah super. Merci Voilà, beaucoup, en merci tout à cas. toi.